Hello. Bonsoir. Salut. Alors, du coup, j'ai pas entendu. On commence ou on n'attend pas? Je propose qu'on commence tranquillement, ça fera venir les gens. Il y a déjà Ouais. 55 personnes qui attendent, on va pas les faire attendre plus longtemps. Yes, ça marche. Alors, du coup, bonsoir à tous. Alors, du coup, c'est notre deuxième event ce soir. Alors, du coup, on a fait le premier, c'était en janvier, le 14 janvier. C'était sur la collaboration entre des designers et développeurs. Et on a eu comme speaker Itch et Luigo. Et aujourd'hui, c'est en fait, on va parler sur le design system, mais avant de parler design system, on va vous présenter rapidement c'est quoi Friends en Figma à Paris. Alors, Friends en Figma Paris, en fait, c'est en fait un mouvement qui a été créé en novembre dernier et qu'en fait qui englobe tous les designers francophones qu'on parle plutôt en fait des design autour du UX, du UX et du UX writing, etc. Donc on est trois. Moi je m'appelle Yacine, je suis product designer chez EY depuis 4 ans maintenant. Et il y a aussi Pierre-Antoine et Hugo. Je vous laisse vous présenter alors. À toi Pierre-Antoine. Ok, Vas-y, alors, Pierre-Antoine. bonjour, moi c'est Pierre-Antoine, je suis lead designer dans une boîte qui s'appelle C1, Philippe Télécom. Et du coup, moi c'est Hugo, je suis UX et Product Designer, formateur laptop. Parfait. Alors, le but, en fait, de FOF Paris, c'est vraiment d'organiser tous les 3 mois un event qui est autour d'un sujet. Là, en fait, on a fait sur la collaboration des designers et développeurs, c'était en janvier. Là, c'est en fait, sur les design systems. Et en mois de juin, c'est prévu un autre event qui sera plutôt sur l'UX Writing. Alors, on est présent sur Slack, donc sur friendsenfigma.5.com, mais aussi on a un site web. Ben, n'hésitez pas en fait à s'abonner sur le site, comme ça en fait vous recevez toutes les actualités ainsi que tous les events qui vont venir. Et on est présent également sur LinkedIn. Sur Twitter et on a aussi une chaîne YouTube qu'on le met en fait tous nos replays sur YouTube et aussi sur notre site web. Du coup, alors on a la chance de recevoir ce soir Christina. Alors Christina, en fait, est Head Design et Innovation chez Puzzle et aussi elle intervient au laptop autant que formatrice de design system. Christina, elle va nous parler sur le design system, comment implémenter en fait le design system dans des grosses ou des petites entreprises. Et elle va nous parler aussi sur le design system, est-ce que c'est une vraie ou fausse bonne idée. Après, on aura aussi Alexandre qui est product designer chez Conto. Conto, c'est en fait une banque française qui a été créée en 2016 et qu'en fait, c'est une banque pour les entrepreneurs et les entreprises. Lui, par contre, il va nous faire une règle sur l'implémentation du design system chez Conto et comment on en fait passer de Sketch vers Figma. On va tous les détails avec lui. Vous pouvez également, en fait, entre-temps, poser toutes vos questions sur Slido. Pierre-Antoine Hugo, il va vous mettre en fait le lien dans le chat. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. À chaque fin d'intervention, on aura en fait, on va poser les questions au speaker. Et du coup, j'arrête de parler, je laisse la main à Christina. Pardon. Hop. Vas-y, Christina, c'est à toi. Bonsoir à tous. Je vais partager mon écran. Donc, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas marcher. Si c'est bon. Donc, je m'appelle Christina et donc effectivement, je suis Head of Design and Innovation chez Puzzle et formatrice Design System au laptop.
Donc, je suis très contente d'être là ce soir. Je vais essayer de faire le plus rapidement et le plus calmement possible. Je suis un petit peu KO parce que j'ai le Covid, donc vous m'excuserez s'il y a des moments où ma langue fourche. Donc, c'est pas une mauvaise volonté, c'est le stress et la maladie qui fait un peu trop. Moi, ce qui m'intéresserait ce soir, c'est d'aborder vraiment toute la partie macro sur la mise en place d'un design système. Et j'espère que ça va vous plaire et que ça va répondre à la plupart de vos questions. Et de toute façon, on aura bien entendu la place pour clarifier certains points. Alors, avant de commencer, un design system, c'est quoi? Donc, je vais vous demander à tous de vous connecter sur menti.com avec le code qui s'affiche juste là pour saisir 3 mots-clés. Donc, vous allez tomber sur une interface comme celle-ci et il faudra rentrer un mot qui définit selon vous le design system. Donc, si c'est OK pour vous, allons-y. Il faudrait qu'on mette une musique d'attente, quoi, pendant les choses comme ça, un petit sablier ou une petite musique un peu cool. J'ai pas de musique cool, j'ai pas prévu ça. Nous, le prévoir, il faudra qu'on se trouve ça avec Pierre-Antoine. Il faudra qu'on le mette, oui, exactement. De la bossa nova, exactement. Par exemple. Par contre, effectivement, ça c'est un petit peu embêtant que je n'ai pas forcément le fil des commentaires à côté. Non, en plus, on ne peut pas se voir aussi, c'est ça qui est embêtant aussi en parallèle. C'est perturbant. C'est pas c'est sûr, et en plus on est le 1er avril, donc il faut bien rendre hommage à cette magnifique journée. Yes, ça commence à arriver. C'est parfait, Phil Collins, c'est pile poil dans l'ambiance. Là, ça y est, ton nuage de mots est en train de se composer. Exactement. Et par ailleurs, je suis très ravie de ce nuage de mots qui se forme. Jusqu'à là, on a obtenu déjà 24 réponses. Waouh, ça va vite. Là, il y a 66 personnes qui sont en ligne pour l'instant. Quand on voit quand même qu'il y a 4 mots qui reviennent assez souvent, hein. Donc ils sont classés par grandeur, donc le mot le plus grand, c'est celui qui a été répondu le plus souvent. Donc c'est chouette. 38. Donc, pas de musique de Phil Collins à diffuser. Non, j'ai pas ça en stock. Vas-y. Enfin, à portée de main, quoi. Après, je pourrais. On est à 43 participants. Voilà. C'est parfait. Faut qu'on demande à Philippe de nous envoyer une sono aussi. Que tu attends que tout le monde ait répondu? Comment tu Non, il reste 30 secondes. Ah oui, d'accord, c'est pas limite, pardon. Oui, oui, j'avais mis le temps, donc il y a 30 secondes qui restent, du coup 25. C'est cool. Je suis pas pressé, perso.
Oh, il y a quelqu'un qui fait gaffe à la salle. On est mal, on est mal. Et moi, j'ai bien entendu la petite sonnerie de fin. Ah. Super, donc on va s'arrêter là. Je vais faire une capture d'écran. Tac, que je vais insérer juste ici. Hop. Donc, au niveau des résultats, nous avons obtenu, bien entendu, voilà. On peut voir effectivement que vous êtes déjà assez au courant de qu'est-ce qu'est un design system. On voit que le composant est prime sur la collaboration et ça apporte la cohérence et que c'est une bibliothèque. Ce qui est plutôt chouette, hein, comme ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup faire au début de mes formations et à la fin de mes formations pour vraiment qualifier et mesurer si le concept même de design system a été acquis. C'est cool, donc ravi d'être avec vous ce soir et on va démarrer plus sérieusement sur les 4 questions à se poser avant de se lancer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que un design system, effectivement, c'est un outil de transformation digitale avant tout. C'est pas uniquement les composants. Et moi, ce que j'aime bien de dire, et j'aime bien le comparer au fait que ce soit un cheval de Troie qui nous permet d'intégrer une entreprise ou une structure pour pouvoir apporter une autre façon de collaborer ensemble. Parce qu'un design system, on ne peut pas le faire seul. On a besoin d'une équipe avec des métiers complémentaires, donc que ce soit les designers, développeurs, mais en plus de ça, il faut réfléchir à intégrer les chefs de produits, les chargés marketing, donc effectivement tous les pôles métiers qui peuvent être impactés par un design system afin de les intégrer dans la démarche et la réflexion. Mais avant tout cela, il faut vraiment répondre à la question pourquoi on souhaite faire un design system. Parce que bien entendu, c'est un gros investissement de départ, de temps, et que potentiellement aujourd'hui, c'est devenu un petit peu un buzzword. Tout le monde parle de design system et chacun entend un petit peu tout ce qu'il veut derrière. Souvent, on peut soit le considérer comme une charte graphique plus, comme un style guide, comme un UI kit, comme une bibliothèque de composants. Bon, pourquoi pas, les composants, c'est cool. On va avoir une super librairie de composants, bien pré-chartés, bien pré-designés, qui peuvent être développés ou pas. Mais est-ce que ça va assurer, est-ce que c'est vraiment ça le design system? Donc, comment on veut le faire, avec, pour qui et pour quand? Ça, c'est les questions auxquelles on doit effectivement y répondre. Donc, à qui on va s'adresser avec ce design system? Est-ce qu'on cherche à faire un design system destiné uniquement aux designers? Est-ce que c'est pour les développeurs? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est pour toute l'entité de l'entreprise et vraiment l'utiliser dans l'état pur de ce que devrait être un design system, donc outil de transformation digitale? Et la dernière question, effectivement, pour quand? Parce que c'est un grand marathon, donc c'est pas un sprint, c'est un travail de longue haleine, c'est un projet qui ne s'arrête jamais. Et que ça, c'est quelque chose qu'il faut tout de suite prendre en considération parce que c'est pas comme un projet classique qui démarre à un point A et se finit sur un point B. Il vit tout au long de la vie d'une entreprise et se développe et grandit avec elle. Donc, c'est un écosystème vivant qui évolue. Et le considérer comme un projet potentiellement avec une date de fin, ce serait une erreur. Donc, une fois qu'on a répondu à toutes ces questions, on va essayer de chercher à constituer la minimum viable team, donc c'est l'équipe minimum viable qui nous permet de démarrer un projet de design system. Cette équipe, elle va être constituée, selon moi, au minimum d'un UX, UI et un développeur. Souvent, on a la casquette UX, UI aujourd'hui, donc parfois, on peut avoir un designer. Mais bon, c'est quand même une grande charge de travail pour une seule personne. Après, ça dépend bien entendu de l'échelle de notre structure sur laquelle on va s'adresser. Mais en tout cas, ce cœur d'équipe, elle est vraiment très importante, qu'elle soit là dès le départ et qu'elle accompagne le projet de design system tout au long de sa vie. À côté de ça, bien entendu, on va avoir un product owner,
une personne du marketing que je conseille assez fréquemment de les intégrer directement dans la réflexion, parce que sur la partie commerciale, ça dépend du type de produit, bien entendu, mais ils ont quand même une vraie ressource, une vraie plus-value à apporter, et une partie qui va être chargée de la partie rédactionnelle. Parce qu'aujourd'hui, un design system, sans la rédaction, sur toute la partie documentation, en fait, n'est pas un design system, et on va retomber sur un UI kit ou une charte graphique plus. Donc, cette équipe-là sera constituée et va travailler en synchronisation ensemble à des différentes étapes qu'on verra un petit peu plus tard, juste après. Au niveau de la roadmap, on va l'évoquer, mais l'idée de concevoir ce design system, il faudra qu'on arrive à se poser une autre question, c'est que dans quel type d'entreprise on évolue. C'est-à-dire que plus notre organisation est grande, plus on est une grande échelle, donc avec plusieurs interlocuteurs, avec plusieurs équipes qui travaillent en silo, la démarche d'initier un design system peut être très complexe. Globalement, on a tous passé des réunions, je suppose, qui ne se terminent pas, qui à la fin n'ont pas de prise de décision. Personnellement, j'ai passé déjà des réunions de 4 heures pour choisir le nom d'un bouton et qu'à la fin de cette réunion, il n'y a rien qui a été acté. Donc, le design system, il peut venir ici d'appui pour limiter ce genre de casse et d'optimiser le temps de prise de décision. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on est une petite équipe, donc une start-up, on peut très bien démarrer un design system from scratch. Potentiellement, le challenge sera beaucoup moins difficile qu'avec une grande organisation, comme des groupes du CAC 40, par exemple. On n'aura pas du tout les mêmes problématiques, pas les mêmes sponsors, pas les mêmes interlocuteurs. Ça va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide. Donc aujourd'hui, moi, je me concentre vraiment plus sur la partie grand compte, parce que selon moi, ça représente beaucoup plus de challenge, en tout cas de mise en place et de construction en fait de tout ce projet, que quand on est une équipe réduite et on peut se dire à travers une table salut, qu'est-ce que tu as besoin comme composant, et la décision va être beaucoup plus rapide. Donc, il faut bien mesurer la maturité de l'organisation, donc faire attention si on est dans une entreprise vraiment avec beaucoup de silos, avec une hiérarchie pas tout à fait à l'écoute sur les nouveaux modes collaboratifs, parce que Design System va venir bousculer aussi notre façon de travailler. Et il faut aussi l'amener comme idée que ce n'est pas un outil qui va piquer le travail aux designers, aux développeurs, mais qu'au contraire, va nous libérer du temps sur les tâches chronophages pour nous investir là où elle est réellement notre plus-value, c'est-à-dire notre vrai métier. Et donc, à partir de là, de pouvoir investir plus sur l'innovation et chercher de nouvelles solutions, nouvelles fonctionnalités, que de passer son temps à répéter toujours les mêmes tasks. Pardon. Donc, au niveau de la roadmap, selon moi, il y a une grande partie qui va être dédiée au cadrage, et c'est cette partie-là qui va prendre le plus de temps pour démarrer un projet de design system. Donc, cette phase de cadrage, elle va forcément s'allonger selon la taille de l'entreprise pour laquelle on va travailler. La première phase, ça va être la constitution donc, de cette fameuse MBT, donc de choisir des personnes qui sont intéressées et suffisamment impliquées dans l'entreprise pour pouvoir aller porter ce projet, pour pouvoir du coup le diffuser, pour trouver des sponsors, des appuis, et puis, j'aime pas ce terme, mais évangéliser la démarche. Ensuite, on va rentrer dans la phase de recherche et d'audit. Donc, c'est là où on va aller chercher les besoins, donc les usages, les besoins de l'entreprise, quels sont les points bloquants, quelles sont les difficultés, quels sont les éléments, les process qui prennent beaucoup de temps et qu'on peut réduire à travers le design system. Donc, on va mener une série d'interviews envers les utilisateurs directs, c'est-à-dire les designers, les développeurs, les chargés marketing, les chefs de projet, etc., et les utilisateurs indirects, donc c'est toute la partie, par exemple, direction, qui ne va pas forcément utiliser le design system en tant que tel, mais qui peut l'utiliser en tant qu'outil pour comprendre la culture et diffuser la culture de l'entreprise. On va également faire un benchmark au niveau de ce qui se fait ailleurs, donc les meilleures pratiques. On va faire une cartographie de l'existant
de quels sont les technos qui sont impliqués, c'est-à-dire que c'est très important de savoir sur quel type de techno on va s'orienter, quels sont les logiciels impliqués, parce qu'il y a certaines organisations, par exemple, utilisent Photoshop pour produire leurs maquettes. Alors, bon, comment dire, faire un design system sur Photoshop, je veux bien croire, mais c'est quand même un peu risqué. Donc, vraiment, tout de suite, mettre le point, en fait, d'alerte sur ces niveaux-là, parce que ça va demander, donc, potentiellement de faire monter en compétence des équipes s'il y a une transition vers Figma ou d'autres logiciels, et procéder à cet inventaire, donc l'inventaire de ce qui existe, de ce qui est fait et de ce que nous avons à disposition, qui vont nous permettre, toutes ces données, une fois récoltées, de rentrer en phase opérationnelle. Cette phase opérationnelle va nous permettre de faire une priorisation sur qu'est-ce qu'on va intégrer en premier, qu'est-ce qui est le plus important, et générer donc notre roadmap sur le court, moyen et long terme, et constituer donc le backlog pour les futurs sprints. Une fois qu'on a fait toutes ces grosses étapes, équipe, recherche, audit et opérationnel, qui peuvent prendre, selon les structures, de 1 mois jusqu'à 6 mois de travail, on va rentrer en phase de production. Et c'est la phase de production qui va être, on va dire, la plus simple, enfin, la plus simple, je pèse mes mots, mais en tout cas, qui va demander beaucoup moins d'efforts que ce qui a été fait initialement. Donc, c'est là où on va commencer à maqueter nos composants, à les développer et rentrer dans la phase de documentation. Une fois qu'un composant est designé, développé et documenté, on va le faire tester. Il y a plusieurs tests à ce niveau-là qui doivent être mis en place. Il y a la partie test UX/UI, c'est-à-dire est-ce que mon composant graphiquement il est cohérent avec l'identité de l'entreprise? Est-ce qu'il est suffisamment générique? Est-ce que sa prise en main, elle est facile et simple pour quelqu'un qui ne connaît pas par exemple, l'utilisation des symboles, des bibliothèques, des styles, et des titres, etc. On veille que ce soit bien maillé. Donc. Et après, on va faire le test au niveau du code. Est-ce que le code, il est propre? Est-ce qu'il est conforme? Est-ce que c'est les mêmes mots de classe qui sont utilisés dans mon code que sur mon fichier au niveau de calque? Et on va tester la documentation. Est-ce que ma documentation, elle est simple, lisible et compréhensible afin de savoir comment utiliser le composant, dans quel cas, quelles sont les règles, etc. Une fois que ce composant a passé le test, c'est à ce moment-là on va le déployer. Donc, on va le lancer sur soit une bêta fermée, soit directement en déploiement. Ça dépend de la stratégie qu'on aurait adoptée. Et on va commencer à récolter le feedback. Donc, on continue. Il faut imaginer une stratégie aussi de récolte de feedback. Est-ce qu'on la récolte par mail? Est-ce qu'on a un formulaire de futures? Est-ce qu'on utilise une plateforme qui nous permet de pousser des feedbacks, enfin des retours d'usage? Donc, on va commencer à implémenter des nouvelles fonctionnalités et on va mettre à jour le backlog. Et donc, ça va être un cycle continu pendant tout le process qu'on va réaliser sur, par exemple, la création de le cœur du design system qu'on va agrandir au fur et à mesure de nos différentes expériences, observations et feedback. Et entre cette phase-là, l'équipe, elle doit communiquer tout le temps entre elles. Donc, c'est une synergie commune. Et il faut surtout pas oublier de créer cet esprit d'équipe qui perdure dans le temps et qui ne s'efface pas. Alors, est-ce que le design system est une vraie ou fausse bonne idée? Alors, bon, la bonne idée, c'est que si la structure dans laquelle on souhaite lancer un design system présente un cas où on perd beaucoup de temps pour prendre des décisions, on manque d'innovation, on cherche on va dire, automatiser certains process chronophages, où nous sommes suffisamment ouverts et souples à de nouveaux concepts, à de nouvelles façons de travailler, parce que avec le design system, c'est aussi la démarche de design thinking qui va être impliquée, avec soit les design sprints ou les sprints tout simplement en mode agile. Donc, vraiment se poser ces questions-là, et si notre entreprise est dans ce cas de figure,
et qu'elle sort plein de nouvelles fonctionnalités, nouveaux produits. Donc oui, là, effectivement, le design system sera bonne idée parce que ça nous permettra de garder une cohérence, accélérer la prise de décision, optimiser les performances de nos équipes, optimiser l'onboarding de nouveaux collaborateurs parce qu'il aura un seul et unique source de vérité et on évitera les réunions qui ne se terminent pas. Et c'est une fausse idée, une fausse bonne idée, c'est que à côté de ça, on n'a pas les ressources, on n'a pas la capacité de porter un projet sur le long terme. Donc, même si on a toute la meilleure volonté du monde, si on n'a pas un sponsor et on n'a pas les finances et le temps humain disponible à côté, on peut effectivement penser que c'est une bonne idée et qu'en réalité, on se casse un petit peu les dents. Donc, je dirais, faisons très attention à ça avant de se lancer. Donc, potentiellement, il y a des boîtes qui ont besoin tout simplement d'un très bon UI kit que d'un vrai design system qui est déployé, documenté et synchronisé, en fait. Donc, préparez votre terrain d'analyse, d'audit, avant de décider si oui ou non le design system est fait pour vous. Et puis, quand vous avez lancé votre cœur de design system, pensez bien à installer des analytics, des façons de récupérer des données afin de mesurer le succès de votre design system. Voilà, ce sera tout pour moi. Je crois que c'est pile 20 minutes, si je ne me trompe pas. Précision. Merci beaucoup, Christina, c'était très cool. Merci. Du coup, on va enchaîner rapidement sur un petit moment questions-réponses. Donc, dans Slido, vous avez mis des petites questions. On prend une dizaine de minutes entre les deux intervenants pour essayer de répondre aux questions. Donc, il y en a certaines qui sont remontées. Christina, je vais t'en lire quelques-unes. La première, c'est celle-là, je fais une petite parenthèse. Vous êtes pas mal à demander si on a un exemple de structure de design system dans Figma. Je pense que Alexandre aura peut-être déjà un peu plus de choses à nous montrer là-dessus. Parce que, comme le disait Christina, je réponds un peu à sa place, mais là, on a vu le design system comme un outil de collaboration qui englobe une documentation, etc., etc. Et Figma, au final, n'est qu'une toute petite partie de ce projet général. Est-ce que je dis des bêtises, Christina? Non. Cool. Donc, je continue sur la deuxième question. Il y a Martin qui demande quelles sont les bonnes pratiques pour maintenir un design system dans le temps. Gouvernance, process de review, montée en version des composants, etc. Est-ce que tu as des petits tips à donner là-dessus? Ça, c'est un peu une grande question assez vaste, hein. Après, ça dépend des équipes. Moi, je suis toujours partisane de dire il n'y a pas une bonne méthode qui existe. Chaque équipe doit trouver sa propre méthode et donc expérimenter et tester des différentes approches pour trouver vraiment celle qui la rend le plus à l'aise. Après, sur la gouvernance, effectivement, il faut élire des personnes de départ. Ce que je disais, c'est ça l'intérêt aussi de ce MVT, enfin de Minimum Viable Team, qui sont là des pionniers dès le départ, qui cherchent à promouvoir et accompagner toute la réflexion autour du design system jusqu'à la fin. Donc, c'est ces personnes-là qui vont avoir un peu plus de poids sur cette partie. À côté, ce serait bien d'avoir aussi élire collectivement un décideur en cas de blocage pour que on se retrouve pas bloqué sur des décisions parce que au fil du temps, potentiellement, il aura des désaccords. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse intervenir et trancher. Et puis voilà. Et après, j'ai oublié parce que c'était assez long comme question. Il mettait un peu des exemples de gouvernance, process review, montée en version des composants, etc. On a déjà fait un bon tour de la question. C'est vrai que c'est une question tellement vaste qu'on pourrait y passer 20 minutes, même plus sur celle-là. Totalement. Et le truc, c'est de vraiment expérimenter un peu avec son équipe et se poser les bonnes questions et de voir ce qui nous correspond mieux, si je comprends bien ce que tu as dit. C'est exactement ça. En fait, il faut vraiment ne pas s'arrêter sur un échec. Au contraire, il faut apprendre de ces échecs. Si à un moment donné, ce qu'on a lu sur Medium, sur les différents UX Planet de CC, etc., ne marche pas pour nous, il faut tirer les enseignements et puis tester de nouvelles approches qui sont libres à nous. Moi, en tant que designer, j'ai ma façon de travailler qui ne sera pas la même que celle d'Alexandre, par exemple, ou de Pierre-Antoine. Donc, il y a des phases de synchronisation et de mise en cohérence de l'équipe à trouver. Du coup, j'ai une deuxième question de Martin encore qui a été likée. Il demande comment
mesure le succès du design system? Comment on mesure le succès? Ouais. Comment tu arbitres ça? Alors, il y a des différentes façons de mesurer le succès d'un design system. Alors, la chose la plus simple, c'est de mesurer le temps qu'on perdait avant pour produire telle ou telle maquette ou tel produit versus l'arrivée du design system. Potentiellement, avec le design system, ce temps il devrait être réduit à plus que quelques heures versus avant. Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a un truc qui cloche, ça marche pas. La deuxième chose qu'on peut fixer tous ensemble des KPI, donc avec le décideur qui nous donne en tout cas voilà quelles sont les métriques, sur quoi on va se baser pour mesurer le succès ou pas du design system. Est-ce que c'est sur le nombre de téléchargements, le nombre d'utilisations, le nombre de sites produits, enfin sur quoi on va le mesurer. Après, si on parle purement dev, il y a des métriques tout simplement à inclure, hein, donc des analytics. Et effectivement, au niveau de la maintenance, si on voit qu'il y a des composants qui ne sont pas du tout utilisés, on les sort complètement du design system. Ça ne sert absolument à rien de maintenir des composants juste pour faire joli, alors que personne ne les utilise. Et après, derrière, effectivement, c'est la récolte de feedback en continu. C'est là aussi, c'est important. C'est que si à un moment donné, on ne reçoit aucun feedback, ça veut dire que il y a un problème, c'est pas possible. Donc, la base de ce projet, c'est qu'on se nourrit des retours utilisateurs et si on n'en a pas, ça veut dire que on l'utilise pas ou c'est parfait. Non, dans ce cas, il faut aller voir les utilisateurs et poser les bonnes questions, enfin, les questions tout simplement, sur quoi, comment, pourquoi. Une autre petite question, quelqu'un qui demande comment passer de l'étape de belle bibliothèque de composants à un vrai système de collaboration. Parce que c'est vrai que c'est souvent un peu, la vision du design system est souvent assez réduite dans les boîtes et ils voient ça comme une charte graphique moderne, entre guillemets. Et du coup, une fois qu'on a passé le cap on est passé outre la charte graphique, on a la bibliothèque de composants, donc déjà on a avancé d'un cran, mais comment on passe de ça à un vrai outil de collaboration? Est-ce que tu as des tips là-dessus? Parce que c'est tout l'enjeu que tu soulignais tout à l'heure, quoi. Tout à fait. Comment on passe au-dessus? Ça, c'est un petit peu une bonne question parce que sur mes expériences et effectivement ce que j'ai essayé de pousser de l'avant, ça reste très difficile. Très difficile dans le sens où effectivement on peut faire naître une façon de collaborer entre designers et développeurs, mais c'est très compliqué à intégrer, emborder d'autres personnes qui sont en dehors de ce système. Il faut continuer à essayer, il faut créer des moments privilégiés pour parler, pour diffuser le design system. Il faut démontrer sa puissance, il faut plus le voir que autant qu'un outil de productivité, mais effectivement en tant qu'un outil de collaboration et de travail qui transforme notre façon de travailler. Vous avez une question sur quel tone and voice utiliser pour tel communiqué, allez sur le site de notre design system. Et puis, si vous avez toujours des questions, venez nous voir. Et en fait, c'est cette équipe-là de cœur qui sera aussi en front devant sera sa mission aussi d'embarquer le plus de personnes, en fait. Donc, c'est lui qui va chercher à promouvoir la chose. Ok. Alors, est-ce que... moi, juste pour compléter ce que tu dis, il y a un truc que j'avais trouvé intéressant comme approche, c'était une boîte qui avait du mal à embarquer sa team. Et en fait, le noyau dur, on va dire, du design system était allé voir quelqu'un, je ne sais plus si c'était au marketing ou ailleurs, et avait dit, bon, ok, on n'arrive pas par la théorie à le convaincre, qu'est-ce qui coince chez vous? Et ils ont commencé à faire un tout petit bout de truc pour eux. Et quand ils se sont rendus compte, ils leur ont mis dans les pattes, maintenant testez-le, utilisez-le, servez-vous-en, et ils se sont dit, ah ouais, ça nous fait gagner un temps fou. Et ils ont commencé à devenir eux ambassadeurs aussi du truc, et petit à petit, ils ont gravi un peu les choses comme ça. Et les gens se sont rendus compte, plus que par la théorie, par la pratique, que clairement, en fait, il y avait un gain de temps et moins de perte d'énergie, etc. En fait, il faut ne pas avoir peur de faire des démonstrations effectivement pratiques et partir avec des POC, donc des proof of concept, c'est-à-dire, OK, vous nous mettez ce challenge, mais il n'y a pas de souci, on va vous démontrer qu'avec la solution que nous proposons, nous sommes effectivement en capacité de la produire rapidement et bien et mettre tout le monde d'accord. Donc, en croisant les doigts, bien entendu, on aura toujours des personnes qui vont être réticents à cette démarche parce que c'est pas en cohérence avec les guerres politiques internes, etc. Donc, mais
voilà, il faut y croire, il faut y aller et puis essayer d'engager les personnes avec des exemples concrets et factuels, notamment des chiffres. Donc, si on a les analytics, les DAF, ils adorent ça. Donc, on peut pas dire que 80% d'optimisation au niveau du temps, c'est du bullshit. Donc, voilà. Ouais, mettre en rapport le temps et l'argent, on dirait que ça parle à pas Ça mal parle de tout gens. de suite. Exact. Ok, bon, bah, c'est cool. Merci beaucoup, Christina, pour toutes tes réponses. Je vais poser la dernière question quand même, juste pour mettre un petit coup de pression avant la suite. Il y a quelqu'un qui demande si Alexandre est célibataire. Voilà, j'avais envie de clôturer là-dessus. Et de passer la main à Alexandre. Voilà, voilà. Ça doit être le collègue de chez Conto. Ils sont très très gentils avec moi. Alors, je vais partager mon écran. Merci beaucoup, Christina. C'était super cool. Merci à vous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, oui. Alors, je vais afficher ça. Donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Alexandre et je suis product designer chez Conto. Conto, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution financière pour les pros, pour les entreprises. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du retour d'expérience qu'on a eu quand on a construit ce design system chez Conto. Je me souviens, quand je suis arrivé, on était vraiment très, très peu. On était 2 dans l'équipe design. Et aujourd'hui, l'équipe a bien grandi. Et je trouvais ça super intéressant de vous partager ce retour d'expérience où on a appris vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est de construire le UI-Kit. Donc, au tout début, on était 2. On était 2 à utiliser ce UI-Kit et on avait pas mal de soucis à l'utiliser parce que la librairie était vraiment vieillissante et complètement incomplète. Donc, le problème, c'est qu'on passait énormément de temps sur les features à essayer justement de shipper alors qu'on n'avait pas du tout les outils adaptés à nos besoins. Je me souviens qu'on utilisait Sketch et Zeppelin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est cet outil Zeppelin où on devait à chaque fois partager les outils sur Zeppelin. Et ça me prenait énormément de temps. Sur les features. Donc, on n'a pas réfléchi très longtemps. On a fait un petit benchmark rapide et finalement, on a décidé de migrer ce qu'on avait comme librairie sur Figma. Bref, on a tout recommencé à zéro. Et le problème qu'on avait, c'était qu'on avait très peu de ressources. Donc, on devait shipper énormément de features. On avait très, très peu de ressources. On devait construire le UI-Kit qui nous permettait de shipper les features plus vite et shipper les features en même temps. Et on avait un clair manque de ressources et c'était vraiment problématique pour nous. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recruté 2 personnes externes à la team qui sont venues nous aider à construire cette UI-Kit. Et on s'est retrouvé à avoir un UI-Kit qui était complètement utilisable. Alors, pourquoi il était inutilisable on avait peut-être mal exprimé notre besoin, qui était d'avoir une librairie de composants qui était exhaustive, similaire à la production, pour pouvoir utiliser directement les composants. Je pense que ce qui a vraiment fait la différence, c'est que la team qui a construit ce système n'a pas du tout pris nos besoins. Donc, du coup, on s'est retrouvé avec une librairie qui n'était pas adaptée à nos besoins et donc complètement inutilisable. Donc, comme je disais, difficile de trouver les composants. Il y a des manques de composants et des composants qui étaient un petit peu différents de la production. Donc, on a vite stoppé la collaboration avec cette team-là. Entre-temps, la team a un peu grandi, on a eu plus de ressources et on a commencé à définir justement une méthode pour construire cette UI-Kit. Donc, quand je parle de méthode, nous, on appelle ça des standards chez Conto. Donc, c'est des méthodes qu'on va définir qui vont nous permettre de pouvoir bosser ensemble et de pouvoir bosser d'une façon un peu consistante pour construire un fichier d'une façon consistante. Donc, dans cette méthode, on a défini la structure du Figma, le naming des artboards, comment ranger, parce que c'est très difficile de retrouver les composants. Donc, on a bien réordonné le Figma pour pouvoir bien les retrouver dans la librairie. On a bien renommé aussi les composants parce que c'était très difficile aussi de les trouver quand ils n'avaient pas vraiment le bon nom, il n'y avait pas la bonne structure. Il y a beaucoup de composants qui manquaient, beaucoup de composants qui n'étaient pas forcément similaires à la production. Donc, on a défini cette méthode qui nous a permis, en quelques mois, alors je me souviens qu'on a passé 1 heure tous les soirs pendant peut-être 2-3 mois, toute la team, à construire ce système. Parce qu'il faut savoir qu'on a dû construire cette UI-Kit sur desktop, sur iOS, mais aussi sur Android. Et donc, ça nous a pris énormément de temps. Et donc, on est arrivé avec une librairie. Donc, c'est pas un exemple hyper concret. Je sais qu'il y avait une question par rapport à ça tout à l'heure. J'ai pas l'exemple de toute la librairie parce que c'est hyper difficile de faire entrer toute une librairie sur une slide. Mais l'idée, c'est qu'on a réussi à créer cette librairie tous ensemble en définissant les différents composants avec les différents états
une librairie qu'on pouvait justement utiliser, qui était adaptée à nos besoins et qui nous a permis justement de pouvoir commencer à shipper des features un peu plus vite et être un peu plus efficace dans notre façon d'approcher le système. En construisant cette librairie, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de dettes dans le système, donc beaucoup de composants. Quand je parle de dettes, c'est beaucoup de composants qui n'utilisaient pas les guidelines du système. Donc, on n'utilisait pas les bonnes couleurs, qui n'utilisaient pas les bonnes typos, qui n'utilisaient pas les bons espacements. C'était hyper difficile pour nous de les identifier parce que le but, c'était d'avoir de la visibilité sur ces composants pour ensuite pouvoir justement corriger cette dette et être plus proche, d'avoir un système plus consistant dans l'ensemble de l'application. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé sur le Figma et quand on a construit cette UI-Kit, on a pris le temps d'highlighter tous les composants qui avaient justement des petits problèmes de marge, des petits problèmes de typo, de couleur, et on a pris le temps de bien pouvoir les séparer. Comme ça, à chaque fois qu'on les utilisait, on avait la possibilité de se dire, OK, on utilise un composant qui est legacy, donc un composant qui a de la dette, du coup, on va en profiter pour le corriger quand on va implémenter la prochaine feature. On a aussi implémenté un Storybook, qui est un outil tech, qui nous a permis du coup d'avoir de la visibilité sur les composants. Le problème qu'on avait de base, c'est qu'on n'avait pas du tout de visibilité sur les composants, donc on allait directement sur la production, on allait inspecter les éléments, on allait voir ok qu'est-ce qu'on a comme composant, qu'est-ce qu'il a ce composant-là, comment il est construit, et on n'avait pas du tout de visibilité sur la librairie de composants qu'il y avait côté tech, parce qu'il y avait déjà une librairie de composants, mais on n'avait pas cette visibilité-là. Donc c'est un outil qui nous a permis du coup d'avoir cette visibilité et de pouvoir créer, qui nous a permis de pouvoir créer justement un miroir entre Figma et la partie tech. Et une fois qu'on a eu cette visibilité sur la dette qu'on devait corriger, on a commencé à la corriger. Donc l'idée, c'était qu'on a voulu corriger la dette et implémenter les composants de façon organique, c'est-à-dire en fonction de chaque feature qu'on développait. Donc pourquoi on le fait de cette façon-là? Parce que de un, c'est plus adapté à notre modèle. Aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des feature teams, donc on bosse en feature team et on améliore le système petit à petit. On n'a pas forcément une team design system qui va prendre le temps d'améliorer tous les composants. Et on pense aussi que ça a plus de valeur pour l'utilisateur de shipper la feature plutôt que d'aller réparer tous les petits problèmes dans le système. Donc, on s'est vite rendu compte que sans méthode, on a eu des coûts d'implémentation qui étaient monstrueux. C'est-à-dire qu'on est allé un petit peu, dès qu'on a commencé à corriger de la dette partout, c'est-à-dire, je vous donne un exemple, on va développer une feature, on va essayer de corriger un bouton et ensuite on va dire, les gars, maintenant vous me le corrigez partout sur l'application. Du coup, c'était juste impossible. Les PM et la tech, on les a rendus fous, tout simplement parce qu'il y avait de la QA, il fallait aller partout, à tous les endroits de l'application pour aller justement corriger toutes ces choses-là. Et c'était une très faible valeur ajoutée pour l'utilisateur parce que ça nous ralentissait vraiment beaucoup dans la façon dont on avait de délivrer des features. Ça, voilà, changer une petite border ou une couleur d'un bouton, ça apportait pas grand-chose à l'utilisateur. Donc, le but, c'était de shipper les features le plus rapidement possible. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini une méthode, encore une fois, tous ensemble, où on a créé un document qui nous a permis de définir et de nous poser les bonnes questions. Quand est-ce qu'on doit corriger un composant? Pourquoi on doit le corriger? Est-ce que ça apporte une vraie valeur utilisateur? C'était un peu une base de référence à laquelle, à chaque fois, qu'on utilise à chaque fois pour se dire est-ce qu'on a vraiment envie de changer les composants du système? Est-ce que ça apporte une vraie valeur à l'utilisateur? Donc, une fois qu'on a construit l'UI-Kit, donc on a construit cette UI-Kit-là, on a identifié les problèmes, la dette, on a créé une méthode pour pouvoir la corriger au fur et à mesure. On a commencé à documenter les composants. Je sais qu'il y avait une question par rapport à ça tout à l'heure. C'est hyper important, on ne peut pas utiliser un UI-Kit sans la documenter. Sinon, on se retrouve à l'utiliser n'importe comment et avoir des inconsistances sur le produit. Donc, la première chose qu'on a faite quand on a créé des composants, donc on avait 3 outils. On avait donc du coup Notion pour créer la documentation. On avait aussi Storybook qui permettait d'avoir la partie code. C'est un peu une sandbox pour les développeurs qui permet justement d'avoir et de pouvoir jouer avec les composants. Et on avait Figma qui avait toute la partie anatomie du composant. Et tout ça, on l'a regroupé dans Notion. Sauf qu'on s'est rapidement rendu compte que c'était difficile de trouver les bonnes informations. Pourquoi? Parce qu'on avait justement plein d'outils différents et chaque personne va aller chercher les outils un peu à droite à gauche. Et c'est vrai que notre Notion, il y avait beaucoup de documents et on avait aussi beaucoup de duplication d'informations. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on travaille de façon assez incrémentale et on a tendance à bosser sur chacun sur notre feature, à créer un composant qui va être nécessaire pour notre feature, pas penser forcément système, et on a tendance à dupliquer les documentations.
Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi un outil qui s'appelle 08 pour centraliser tout le contenu et pour permettre à tout le monde, que ce soit développeur, product designer ou product manager ou n'importe qui, de pouvoir venir consulter et d'avoir une seule source de vérité. Parce que l'important ici, c'est d'avoir justement une seule source de vérité. Et cette source de vérité contient tous les éléments de la documentation. Et ce qui est bien avec 08, c'est que ça nous a permis aussi d'avoir des intégrations, notamment avec Storybook, où on peut directement interagir avec le composant dans la documentation et Figma, où on a directement les designs qui sont updatés en live, et donc du coup on a beaucoup moins de travail à faire. Donc c'est centralisé pour pouvoir donner accès justement à tout le monde à cette documentation et de plus avoir des échanges, des allers-retours incessants et du coup ralentir un peu la façon dont on ship les features. Donc une fois qu'on a commencé à écrire ces documentations, on s'est vite rendu compte que nos documentations étaient plus ou moins incomplètes. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, c'est qu'on avait tendance à avoir un peu la tête dans le guidon et on avait tendance à définir nos propres besoins dans la documentation, c'est-à-dire je fais cette feature-là et pour cette feature-là, j'ai besoin de ce composant-là, mais je pense pas forcément système et je pense pas forcément à tous les cas d'usage. Et donc je me retrouve à quand un autre collègue va travailler sur une autre partie de l'application et va utiliser cette documentation, et il va se retrouver avec un cas d'usage qu'il n'a pas dans la documentation. Donc, cette documentation n'est pas exhaustive. Et on s'est retrouvé aussi à avoir des documentations qui n'étaient pas du tout compréhensibles, des gros pâtés de documentation où on ne comprend tout simplement rien du tout parce qu'on ne sait pas écrire. Moi, je suis le premier à ne pas savoir du tout écrire le français. Et c'est vrai que quand on se retrouve avec une documentation qui n'est pas exhaustive, qui n'est pas compréhensible, en tout cas qui n'est pas simple à lire, on se retrouve avec une documentation qui n'est pas utilisée. Et c'est pas du tout ce qu'on avait envie d'avoir. Donc, on a mis en place, on est en train de mettre en place une méthode. On est en train de le faire en ce moment même. Ce qu'on fait, c'est qu'on a envie de créer une bonne première pièce. Donc, on va prendre un bon premier exemple. Donc là, en l'occurrence, on est en train de bosser sur un composant qui s'appelle la modale, que vous utilisez probablement tous dans vos produits. Et ce composant-là, on essaie de bien le faire, de faire une bonne première pièce. Donc, on va prendre du temps pour faire cette bonne première pièce, pour ensuite documenter comment on a fait cette première pièce, donc quelles sont les erreurs qu'on a faites, quelles sont les choses qu'on a bien faites, pour ensuite répliquer cette façon de faire aux autres pièces du système. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord défini l'existant. Donc, on allait chercher toutes les modales à droite, à gauche. Vous pouvez voir un peu sur l'écran, on a plein de cas d'usage un peu différents. Donc, on allait chercher un peu, on les a tous regroupés sur un Figma. Donc, on a fait vraiment on appelle ça la current situation. On allait identifier les bonnes pratiques. Donc, on allait un peu regarder à droite sur le design system, sur les différents produits. Qu'est-ce qu'une modale? Qu'est-ce qu'une bonne modale? Dans quel cas elle est utilisée? Pour essayer de comprendre, OK, est-ce qu'on les utilise bien? Est-ce qu'on fait bien les choses? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et ensuite, on a défini des cas d'usage. Donc, les cas d'usage, c'est dans quel cas est utilisée la modale sur le produit Conto. Donc, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, pour nous, c'est de la manipulation d'objets. Il peut y avoir une manipulation d'objets pour un élément ou plusieurs éléments. Et une manipulation d'objets, ça peut être du téléchargement, de la suppression, ça peut être différentes manipulations. Et en fonction de ces différentes manipulations, on va appliquer un layout différent. Donc, par exemple, quand je veux supprimer un objet, moi, je veux utiliser une modale, une lightbox, qui va permettre d'interrompre mon expérience pour que je puisse prendre cette décision. Donc, on a fait c'est un peu ces cas d'usage et ensuite, une fois qu'on avait ces cas d'usage, on a testé justement ces cas d'usage sur le modèle. Donc, on allait voir si, pour tous les différents cas où on utilisait la modale, on a testé un peu nos règles et nos cas d'usage pour voir si ça fonctionnait. Et là, on est en plein dans le design. Donc, on est en train donc une fois qu'on a fait vraiment la partie cas d'usage, on va designer le composant. Donc, c'est hyper intéressant parce qu'on fait beaucoup de workshops tous ensemble. On n'avait pas trop l'habitude de travailler comme ça avant et là on est en train de le faire et c'est super intéressant parce qu'on est en train justement de expliquer un peu les idées les uns les autres, on prend du temps pour le faire ensemble et on essaie de designer la modale de demain chez Conto. Ça c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, on est en train de terminer cette phase-là et donc là maintenant on a les cas d'usage, on va avoir l'anatomie, donc le design du composant et l'idée après c'est d'écrire la documentation coordonné avec la tech, bien sûr, de créer le composant. Donc, il y a deux phases dans l'implémentation. Il y a créer le composant et le mettre dans le storybook.
et ensuite déployer ce composant sur toute l'application. Ensuite, une partie hyper importante dont je voulais vous parler aussi, c'est comment vendre le système. On n'en serait pas là aujourd'hui si on n'avait pas réussi à vendre le système en interne. Ça part du principe qu'à la base, on n'avait pas du tout de ressources. Comme je vous l'ai dit au début, on était deux. On commençait à parler système et il y a peu de connaissances sur l'outil en interne. Et bien sûr, tout le monde est là. C'est encore une lubie des designers. Qu'est-ce qu'ils veulent avec leur système? On doit bosser sur des features. On n'a pas le temps de s'occuper de ça. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par évangéliser ce système. Je sais, Christina, que tu n'aimes pas ce nom, mais je le dis quand même parce que je pense que c'est hyper parlant. Ce qu'on a fait, c'est qu'au début, on a fait des présentations pour essayer justement de le vendre à l'entreprise, à la tech, enfin, au produit, à la tech. Ça n'a pas super bien marché. Et ce qui a vraiment bien marché, c'est quand on a commencé justement à montrer la valeur avec des exemples concrets. Donc moi, je me souviens, mon pote Lucas a fait une présentation. Il a fait une présentation où il était en train de présenter comment faire un écran avec ou sans UIKit. Il montrait 2 vidéos à côté et la différence était, je crois, de 45 minutes. Et ça, c'est très concret et ça parle beaucoup et les gens voient tout de suite la valeur. Et le fait d'avoir ces exemples-là, on peut aller justement les présenter, notamment en parler, du coup, essayer de convaincre, parce que le but, c'est de convaincre les bonnes personnes. Et on les convainc justement grâce à ces exemples concrets. Et quand on peut aller voir justement, on va aller voir un PM, on va lui dire, écoute, nous, si on met en place un système, c'est pour avoir une meilleure expérience utilisateur, mais ça va aussi nous permettre de shipper les features plus vite. Et quand un PM a ces éléments-là, forcément, il va nous dégager plus de temps pour qu'on puisse bosser sur le système. En plus qui nous permettent de dégager du temps justement pour bosser sur le système. Et c'est pareil pour un développeur. Convaincre un développeur qui va justement aller évangéliser de son côté toute la team tech. Donc, convaincre les bonnes personnes. Il y a aussi un type de personne qui est très important de convaincre, c'est plus les C-levels, les CTO, les CPO. Nous, c'est exactement ce qu'on est en train de faire et ce qu'on a réussi à faire justement sur l'initiative que je vous montrais juste avant pour créer cette bonne première pièce. Avant, moi, j'étais toujours on est tous en train de shipper des features et bosser sur des composants en même temps. L'idée, c'est que là, ça fait 2-3 semaines que je suis en train de bosser seulement sur la création de cette bonne première pièce. Et ça, c'est grâce justement au fait qu'on a réussi à convaincre les bonnes personnes, et notamment le CPO qui nous permet justement il bosse avec nous sur la création de cette bonne première pièce. Et donc, du coup, il nous dégage du temps et ça nous permet du coup d'avancer sur le système. Et une deuxième chose qui est importante aussi, c'est de faciliter l'accès à l'information, donc via des channels, Slack, centraliser l'information, comme on disait tout à l'heure, avec Zero Height, avoir vraiment une seule source de vérité auquel chaque personne peut se référer pour pouvoir utiliser le système. Et il y a une dernière chose dont je voulais vous parler, c'est la façon dont on a de s'améliorer un peu en continu chez Conto. Je pense que c'est quelque chose qui est très ancré chez nous. On appelle ça le Kaizen en japonais. C'est quelque chose qu'on veut vraiment mettre en place et qu'on met en place sur chacune des choses qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'on a souvent tendance à reproduire régulièrement les mêmes erreurs, je pense tous, que ce soit dans notre vie pro ou perso. Et on avait aussi le problème, c'était quand même assez compliqué d'onboarder rapidement des nouvelles personnes. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met à chaque fois qu'on fait des choses, qu'on fait des erreurs, on apprend des choses et ces choses-là, on va les documenter dans des standards. Un standard, ça va être des apprentissages, mais aussi des exemples. Et ce standard, justement, nous permet de pouvoir développer le produit d'une façon consistante, reproduire d'une façon consistante. C'est vrai que nous, on était vraiment dans un schéma où on a scale très, très vite. C'était important pour nous que chacun ait la même façon de faire parce que si on ne se retrouve pas avec la même façon, c'est le même problème de la documentation. Si on a un UIKit sans documentation, on se retrouve avec plein de personnes qui utilisent le bon UIKit, mais n'importe comment. Et donc, du coup, on se retrouve au final avec des inconsistances sur le produit. Et donc, du coup, ça nous a aussi permis d'onboarder beaucoup plus facilement les personnes qui arrivent. Toutes les personnes qui arrivent chez Conto sont assez impressionnées du process et de la façon dont est documenté le process et arrivent vraiment à se mettre très rapidement dans la roue parce qu'ils ont déjà tous les éléments, des exemples et des façons de faire pour pouvoir justement commencer à travailler dans la meilleure des conditions. Et là, j'ai quelques exemples. Par exemple, la façon donc le Product Design Workflow, c'est comment on travaille. Dans ce Product Design Workflow, qu'est-ce qu'on a? La façon de travailler, qu'est-ce qu'on fait à chaque étape, à qui on doit se référer, quels sont les exemples, comment on a fait. Pareil pour
la structure du Figma. Je voulais montrer un exemple au début. C'est un standard qu'on a écrit tous ensemble. C'est comment on arrive à garder notre Figma propre et comment on arrive à construire cette UI kit de façon consistante. On a un dernier exemple où comment on va construire un peu comment on va faire les tests utilisateurs chez Conto, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on doit faire à chaque étape. Et ainsi de suite. Donc là, je vous remontre un petit peu l'exemple de l'architecture Figma. Donc, c'est vraiment la structure, comment on a fait, les bons exemples, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que les exemples, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pertinent pour pouvoir justement ne pas refaire les mêmes erreurs. Et ça nous aide justement, ça nous a vraiment aidé du coup à travailler d'une façon consistante et à scaler sur la durée. Merci à tous, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Cool. Bravo, merci beaucoup Alexandre, c'était vraiment très chouette aussi. Bon, on va faire un même topo, on ne change pas un truc qui marche. On va prendre une petite dizaine de minutes pour prendre les questions un peu qui sont remontées et puis tu vas nous en dire un peu plus peut-être. Alors, on nous demande si tu as une idée sur quelle pédagogie adopter avec des développeurs qui ne sont pas toujours très rigoureux sur l'implémentation. On va se faire des potes. Ouais, c'est une très bonne question. C'est vrai que nous, ça nous arrive encore aujourd'hui et je pense que l'idée, comme j'en parlais juste avant, c'est vraiment réussir à montrer la valeur du système. C'est une fois qu'on arrive à leur montrer que le fait d'implémenter différemment des composants, de faire des choses un petit peu différentes, n'améliore pas l'expérience et surtout demande plus de travail derrière. Tout de suite, quand on monte un exemple concret, c'est beaucoup plus facile justement de convaincre la personne. Après, si la question était plus sur des features et pas forcément sur le système, je pense que ça vient vraiment avec le temps. Je pense que c'est vrai que quand on délivre, nous, chez Conto, on fait vraiment la QA nous-mêmes. On ne va pas avoir une personne qui va faire la QA, donc on a tendance à vraiment prendre nos responsabilités. Et moi, je vais travailler sur le design, le développeur va travailler sur l'intégration. Et si on fait l'un ou l'autre fait mal le job, on va se retrouver à passer plus de temps à shipper la feature derrière. Et ça va nous poser des problèmes tous les deux. Donc, on prend vraiment nos responsabilités. Et l'idée, pour revenir sur le système, c'est de montrer la valeur et de montrer que si on ne le fait pas bien à ce moment-là, ça va demander plus de travail après. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile de commencer à travailler ensemble et à commencer à bien travailler ensemble. Ok, 008 doit pas mal aider, j'imagine, pour ça aussi, qui fait office si vous amenez via Storybook la vérité code et la vérité graphique, si je puis dire, à déployer ça de façon un peu plus homogène aussi. Exactement, c'est pour ça qu'on a mis en place le Storybook. Déjà, c'est une espèce de sandbox pour les développeurs, donc c'est vraiment un playground où ils peuvent jouer un peu avec les différents composants, les utiliser, voir les différents états, tester des choses. Nous, ça nous permet justement d'avoir de la visibilité sur les composants et le fait qu'on ait tout réuni dans une seule source de vérité, ça nous permet du coup d'avoir une seule source de vérité où n'importe qui va pouvoir… Parce qu'un développeur ne va pas venir forcément regarder la même chose qu'un designer ou qu'un product manager. Et le fait d'avoir tout au même endroit, ça nous permet justement de pouvoir être hyper alignés et de pouvoir justement avancer ensemble. On nous demande aussi si vous avez une team front qui est dédiée uniquement au design system. Non, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. On n'a pas de team design system. Alors, on a un front qui a été défini un peu comme la personne qui s'occupait du design system, qui a commencé à faire surtout des corrections, des implémentations. Par exemple, quand on a défini, il y a quelques mois, je me souviens qu'on a fait la modale sans faire le process qu'on a fait juste avant, mais on a redesigné un peu la modale parce qu'on avait beaucoup d'anciennes modales. Et lui, il a pris le temps d'intégrer le composant dans le Storybook et d'ensuite de corriger un peu la dette partout. Donc lui, son rôle, c'est vraiment de corriger un peu la dette partout et d'évangéliser le système. Mais nous, on n'a pas de team design system. C'est-à-dire que chacun, dans sa feature team, est responsable d'implémenter la feature et les composants, les modifications de composants ou les créations de composants qui sont reliés à la feature. Ok. Alors, on nous demande également comment… C'est vraiment, on ne va vraiment pas faire des potes chez les devs. Hein. Comment contrer l'opinion des devs qui préfèrent utiliser un framework plus, entre parenthèses, plus de doc et de mise à jour plutôt que le design system en cours de conception. Je la refais si j'ai pas été clair beaucoup. Comment contrer l'opinion des devs qui préfèrent utiliser plutôt un framework que le design system en cours de conception en fait?
Quand on parle de framework, on parle de quoi exactement? C'est possible de… Là, malheureusement, pour toi, je lis la question, je la lis comme toi, donc je ne sais pas plus, je ne peux qu'interpréter. Vas-y, Christina. En fait, généralement, tous les devs ils vont se baser sur des frameworks. Aujourd'hui, on fait plus vraiment du dev from scratch, c'est très rare et c'est très chronophage. Donc, on va se baser sur des frameworks connus comme, pardon, je perds ma voix, comme Angular ou React ou Symfony, etc. Et donc, c'est là où c'est important que les designers et les développeurs travaillent ensemble parce que le développeur, il va utiliser ce framework et il doit aussi transmettre ses connaissances au designer afin qu'il répond en fait au cadre de l'usage du framework. Mais en tout cas, le design system, il n'est pas là pour tout recréer. C'est tout simplement pour, comment dire, pour rationaliser l'usage du framework, parce qu'un framework, il propose tout et n'importe quoi, et donc de recentrer vraiment par rapport aux spécificités et besoins du produit sur lequel on travaille. Donc, voilà. Merci pour ces précisions, Christina. On nous demande aussi, est-ce que c'est… Alors, je la lis en même temps, donc je vais l'écorcher sûrement. Est-ce que le plus compliqué, c'est pas de construire le design system que de le maintenir? Ça dépend le système qu'on met en place au début. Moi, c'est vrai que on parle beaucoup de méthode chez Conto. C'est vrai qu'on a vraiment une méthode consistante de le faire. Donc, si on définit une méthode qui va nous permettre de justement maintenir ce système, on va normalement réussir à le maintenir. Même si on va faire des heures au cours du chemin, normalement, on va réussir à le maintenir. L'implémenter, c'est quand même été assez complexe, hein. Ça fait quand même presque 1 an et demi qu'on est dessus. On a commencé par l'UI-Kit, ensuite on commence à passer sur la documentation. Je pense qu'à partir du moment où on a une bonne documentation avec des cas d'usage, une anatomie et du code, une fois que ce système est bien en place, une fois que les rouages sont bien en place et qu'on a une méthode pour pouvoir bosser dessus, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas justement à bien le maintenir. Le rapport temps entre le temps que tu prends pour faire une bonne documentation et le temps gagné par la suite, est-ce que tu as déjà réussi à l'évaluer à la louche? Enfin, vous vous rendez compte vraiment ou c'est trop tôt? On n'a pas encore produit de bonne documentation. On est encore à l'étape où on est en train de définir qu'est-ce qu'une bonne documentation. Et c'est exactement ce que je montrais tout à l'heure. Au début, on a regardé un peu à droite à gauche. On s'est dit, bon, moi, je vais faire la documentation comme ça. Moi, je pense que je vais faire la documentation comme ça. On n'est pas forcément de structure. Et là, on est en train d'essayer de définir qu'est-ce qu'une bonne documentation. Mais bien sûr, une fois qu'on a une bonne documentation, même si ça prend du temps à faire, ça prend pas autant de temps que ça. Et après, ça nous permet d'être hyper consistant dans la façon d'utiliser les composants, d'utiliser de la bonne façon. Ça nous permet d'être hyper aligné avec la tech parce que cette documentation, on l'a construit ensemble avec la tech et ça résout aussi les problèmes de conflit parce que c'est quelque chose qu'on fait avec la tech. Et donc, du coup, ça nous fait gagner énormément de temps derrière parce qu'on n'a plus de mauvaise utilisation des composants. On a une façon unique de faire pour tout le monde et donc ça nous fait gagner du temps dans les discussions et dans l'implémentation derrière. Donc, ça vaut le coup, 100%. Ouais, je suis très convaincu. On nous demande si, du coup, il y a 08, il y a des boîtes qui laissent leur design system en public. Est-ce que vous, ce sera un sujet? Même si, en général, les design systems publics dans le bancaire, il y a toujours quand même des trucs un peu touchy, donc c'est pas évident. Mais, c'est pas une question qu'on s'est posée. Pour l'instant, on essaye justement de le construire gentiment. On est vraiment au tout début, hein. Même si ça fait une bonne année et demie qu'on est dessus, on est encore au début et on est encore en train de le construire. Pourquoi pas? Je veux pas m'avancer, mais je sais pas vraiment ce qu'on veut faire. On s'est pas encore posé la question. Pour l'instant, on est vraiment focus sur comment construire un bon système et comment on construit justement un bon système pour qu'on l'utilise nous avant de potentiellement le partager à la communauté. Ok. Écoute, il nous reste un tout petit peu de temps. Je vais finir sur la dernière question qui fait référence apparemment au début de ton intervention, qui nous demande que veux-tu dire en détail, je pense, par la team externe n'a pas pris nos besoins en compte ou concrètement, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Donc, on a fait appel à 2 personnes. On a fait appel à 2 personnes qui avaient pour mission de créer cette UI-Kit. Et donc, quand ils ont créé cette UI-Kit,
Donc, ils ont fait une current situation, ils sont allés voir à droite, à gauche, et ils ont créé le système, mais sans vraiment prendre notre besoin. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait au fur et à mesure, on était là, on a utilisé, mais nous, on shippait des features, et c'est vrai qu'ils ont commencé à construire ce système. Ils n'ont pas vraiment pris nos besoins, et les attentes qu'on avait, je pense qu'on les a mal communiquées au début. Les attentes qu'on avait, c'était vraiment avoir, du coup, pour donner un exemple, on voulait par exemple avoir des composants qui étaient complètement miroirs de ce qu'on avait en production. Et on s'est retrouvé avec des composants qui étaient un petit peu améliorés, qui utilisaient du coup les bonnes couleurs, les bonnes typos. Et donc du coup, il y a eu un peu une incompréhension et ça nous a amené à avoir une librairie qui respectait pas du tout les besoins qu'on en avait. D'accord. Et du coup, cette équipe a travaillé vraiment, enfin, vous travaillez un peu en silo, là. Ils travaillaient dans leur coin. De temps en temps, vous faisiez des petits points et vous travaillez de votre côté, c'est ça? C'était une équipe qui était externe, qui n'était pas sur place, une équipe de freelance. C'est vrai qu'ils étaient assez loin et ils bossaient vraiment que sur le système. Et eux, ils n'ont pas du tout fait de produit. Enfin, ils n'ont pas du tout bossé sur le produit. Et c'est vrai qu'on n'était pas assez proche d'eux et eux ne connaissaient pas assez bien l'application. Et c'est vrai, comme je disais au début, on a probablement mal communiqué nos besoins au début, nos attentes. Okay. Cool, bah super. Merci beaucoup. Je pense que ça suffit, on t'a bien lessivé de questions. Est-ce que, à part le privilège des autres, est-ce que Yacine ou Pierre-Antoine ont une question à te poser pour conclure? Yacine? Vas-y, Pierre-Antoine. Vas-y. Non, j'ai pas de question. Pareil. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Et je passe la main à Pierre-Antoine pour tranquillement. Du coup, on arrive à la fin de notre événement. Merci encore à Christina et à Alexandre pour le temps que vous nous avez accordé, pour votre expertise. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints pour vos questions, pour votre participation sur le chat. Vous avez été assez drôles ce soir. Moi, je me suis bien marré en tout cas. Un petit merci à Phil Collins qui nous a accompagnés au début de la session. Dès demain, vous pourrez retrouver le replay, oui. Je pense, sur YouTube. On vous mettra le lien sur LinkedIn. Sur LinkedIn, ouais. On a fait un petit formulaire, un petit Google Form. Ce serait sympa si vous pouvez le compléter. Ça nous aide, nous, à nous améliorer, à savoir ce que vous avez pensé de cet événement. Je vous le mets ici, si vous pouvez regarder. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Slack et pareillement, si vous souhaitez participer, être un speaker à un prochain event, donnez vos idées, rejoignez-nous sur Slack, sur LinkedIn ou autre pour nous dire tout ça. Je vous souhaite une bonne soirée et merci beaucoup encore une fois. Merci à tous. Merci. Bonne fin de soirée. Salut. Salut.